François Hollande a donc choisi la ruralité pour vivre la rentrée scolaire. Il a choisi d'aller à la rencontre d'élèves d'école primaire dans l'Aisne, à Pouilly-sur-Seine. Et les enfants, vous allez le voir, les enfants sont formidables. C'est un grand honneur parce qu'on est un tout petit village. Et un si petit village pour accueillir une si grande personne, c'est beaucoup. Ça fait combien de villages que vous avez fait? Ah, et là, pour la rentrée, c'est le premier. Mais je vais en faire d'autres. Voilà. Comme toi, tu fais la rentrée. C'est comme moi, je fais ma rentrée, un grand personnage pour un si petit village. J'adore, vous savez, le naturel des enfants. Mais justement, un mot quand même, pourquoi? Je croyais que vous alliez dire le naturel du président, non? J'ai du mal à croire au naturel pour les responsables politiques. Mais pourquoi ce choix loin de la banlieue, alors qu'on a beaucoup parlé de laïcité, loin des établissements difficiles, loin des collèges, loin des lycées? Pourquoi avoir choisi cette petite commune de l'Aisne, Thierry Arnaud? La réponse est dans la question, alors, parce que si vous allez chercher les ennuis dans tous les endroits que vous avez cités, inévitablement vous allez risquer de les trouver. Ce qu'il fallait, c'était donner de cette rentrée l'image d'une rentrée sereine, apaisée, délivrer le message que les choses se passaient bien, comme Najat Vallaud-Belkacem est venu le dire sur le plateau de route tout à l'heure, donner l'image que les quelques ébauches de réformes qui ont été mises en place fonctionnaient et étaient acceptées et étaient en train de se mettre en place, et c'était manifestement l'endroit idéal pour le faire. Alors, tout à l'heure, Najat Vallaud-Belkacem en parlait en disant c'est formidable ces écoles rurales, il y a encore un esprit, il y a encore voilà, il se passe des choses et à tous les sceptiques sur l'école, venez voir ce qui se passe dans ces écoles. Bon, ça c'est l'aspect un peu gentil. La vérité, c'est qu'il y a 40% de vote Front National dans ce coin. Et que c'est une région... Paris et la capitale ne vous oublie pas, que le pouvoir politique... Oui, c'est une région qui sera une des régions les plus suivies. C'est aussi une manière de montrer effectivement qu'on est là où c'est difficile, qu'on est là où les gens se sentent oubliés. Et puis il y a la ruralité qui est sur les tracteurs, sur l'autoroute. Et puis il y a absolument, et la ruralité apaisée, c'était aussi la contre-image que le président voulait évidemment offrir. On va en parler dans un instant. Il n'y a pas que les agriculteurs sur leurs tracteurs, il y a aussi ces campagnes où l'école fonctionne, donc les services publics fonctionnent et où, comme vous le disiez, Paris n'oublie pas la province. Et justement, qu'a dit le président à propos de cette rentrée? Quel message a-t-il voulu adresser aux éducateurs, aux enseignants? Le président de la République, il y avait des accents de Jules Ferry, hein, la nation, l'école, il est emballé, patrimoine, magnifique. Et lorsque l'école est faible, ce sont les plus fragiles qui sont les plus vulnérables et les plus menacés. L'école, c'est le patrimoine de la nation. Nous mettons les moyens. On dit on met trop de moyens. Certains nous le reprochent. Nous mettons les moyens là où ils sont nécessaires. Et donc nous avons créé, depuis 2012, plus de 35 200 postes supplémentaires. Nous irons jusqu'au bout de ces recrutements et il y en aura bien 60 000 à la fin 2017. Le président rappelle aux enseignants les engagements concrets pris au début de son quinquennat. Et il l'a dit, le patrimoine de la nation, c'est l'école aujourd'hui. Ça veut donc dire aux enseignants, qui est aussi son socle électoral, qu'il a peut-être un peu perdu, je suis là, je vous rappelle ce que j'ai fait, je suis à vos côtés, dit le président de la République. Oui, et ils l'entendent, ça, les enseignants? On va voir ce que les enseignants répondent, on va voir ce que les syndicats des enseignants répondent. C'est une petite grève qui arrive, là. Dans les jours qui viennent à propos de la fameuse réforme du collège sur laquelle ils ont manifestement pas dit leur dernier mot. Mais qui n'entre en application que la rentrée prochaine. La rentrée prochaine, effectivement, vous avez raison de le rappeler, la rentrée 2016. Alors, il s'est engagé à créer 60 000 postes sur la durée de son quinquennat. Il estime qu'à ce stade, cette promesse sera tenue et qu'il est en phase. Donc voilà, il rappelle cet engagement qui est l'engagement essentiel. Cela étant, il faut rappeler ce qu'est la démographie de la France. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'élèves chaque année et que même si on met plus de moyens, ça ne veut pas forcément dire que les conditions dans les classes vont s'améliorer de manière spectaculaire. Et si on poursuit l'examen jusqu'à celui de l'enseignement supérieur, le secrétaire d'État qui est en charge de l'enseignement supérieur, Thierry Mandon, faisait valoir il n'y a pas si longtemps que la population dans l'enseignement supérieur augmente à concurrence de 2 universités chaque année. Et il était très satisfait, il le faisait valoir, d'avoir pu maintenir son budget. Donc il n'y a pas besoin d'être docteur en mathématiques pour comprendre que si vous maintenez un budget face à une population qui augmente fortement, la réalité c'est qu'en tout cas elle est incontestable dans l'enseignement supérieur, le budget
par étudiant aujourd'hui en France diminue. Alors, je crois que ce qui est intéressant, c'est que la population, pour revenir à l'engagement sur les 60 000 postes et la manière dont il est présenté aujourd'hui, c'est que la population des enseignants n'est plus acquise automatiquement à la gauche, oui, et de moins en moins. Elle va être l'objet d'une convoitise généralisée pendant les campagnes qui viennent, parce que, j'ai envie de dire, ça n'est plus automatique. C'est tout à fait et possible. donc, on voit là la course à l'électorat enseignant, qui est de nouveau lancé, et qui, d'ailleurs, on voit Alain Juppé qui fait sa rentrée sur l'éducation, et on voit la gauche. Au sein du Front National, il y a un collectif qui s'appelle le collectif Racine, qui réunit 1 million d'enseignants, et c'est un électorat que le Front National convoite lui aussi. Voilà, mais donc là, François Hollande dit... Mais l'école remplit-elle cette mission? Parce que moi, j'ai pas entendu. J'ai entendu Najat Vallaud-Belkacem dire les réformes vont porter, on est face à une école plus juste. Mais on nous dit que bon nombre de milliers d'enfants continuent de sortir de l'école sans savoir correctement lire, écrire et compter. Qu'arriver à l'université, comme vous le disiez Thierry, les profs d'université s'arrachent les cheveux parce qu'on ne sait pas faire des phrases, on ne sait pas faire des dictées, on ne sait pas écrire correctement. L'école remplit-elle cette mission? Cette école de 2015, socle de la nation, comme l'a dit François Hollande. Vous auriez pu, Alain, poser la même question en 2014, en 2012, en 2010, en 2005. Ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on pose la même question. Il y a chaque année... Et que la réponse est toujours la même. Toujours la même. C'est terrible. C'est compliqué parce qu'il y a 150 000 enfants qui sortent effectivement du système scolaire sans avoir les bases, qui arrivent qui quittent le primaire déjà, où une forte proportion n'a pas les bases, lire, écrire, compter. Et effectivement, ça se poursuit tout au long du secondaire jusqu'à l'université. Alors, chaque ministre de la Culture dit on met les moyens, mais ce qui est clair, c'est que là, François Hollande, il fait de la politique. Il a compris que tous ses adversaires avaient fait d'une certaine manière leur rentrée politique sur le terrain de l'école, que c'est un électorat absolument fondamental s'il va avoir une toute petite chance de l'emporter dans 2 ans, et donc il doit leur parler aux profs. Et il a surtout compris que l'idée de rajouter les postes, ça suffisait pas du tout. Maintenant, il y a un Alain Juppé qui propose d'augmenter de 10% le salaire des profs. Mais c'est surtout les parents qui envoient leurs enfants à l'école. Et vous allez voir qu'il va y avoir d'autres promesses, donc il ne peut pas abandonner ce terrain-là, et c'est pour ça qu'il fait cette rentrée-là. Ce qui est parfaitement clair, Alain, c'est que la promesse de François Hollande, qui est une promesse, et c'est un mot qu'il emploie très souvent, d'une refondation de l'école, n'est absolument pas tenue à ce stade. Il y a eu quelques ajustements à la marge ici ou là, il y a eu de nouveaux programmes, de nouveaux profs, etc. Mais rien de tout cela n'est de nature à représenter une véritable refondation. Et les parents aujourd'hui sont fondés à dire que dans ce contexte de dégradation, on n'en a pas pour notre argent. Le budget de l'éducation nationale, c'est 65 milliards d'euros par an. On n'en a pas pour notre argent. Alors, l'une des nouveautés de cette rentrée, vous évoquiez tout à l'heure les collèges, mais ce sera en 2016. Mais là, la grande nouveauté, et vous pouvez l'éditer facilement sur Internet, c'est la charte de la laïcité à l'école. Ce sont 15 articles qui sont proposés aux parents. Les parents sont incités, c'est pas une obligation, incités à signer cette charte de la laïcité, article 1, article 15. Le premier, c'est la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, assure l'égalité devant la loi. Et puis, par la réflexion, c'est le dernier article et leur activité, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité à leur établissement. Et il est fortement conseillé donc de laisser ces convictions religieuses à l'école et de laisser les enseignants faire passer le savoir. Oui, mais si les parents ils ne la signent pas, cette charte de la laïcité, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que propose l'école, le contrat entre l'école et les parents et l'élève. Mais que répond-elle justement à cette question? Najat Vallaud-Belkacem, elle était avec Routel Krief. Les parents, dans les premiers jours de la rentrée, seront invités à signer aussi bien le règlement intérieur de l'établissement que la charte de la laïcité. Quel intérêt ça a de leur faire prendre connaissance, comprendre et discuter si besoin du contenu de cette charte de la laïcité. Et donc d'une certaine façon, de veiller à ce que les adultes qui entourent l'enfant portent bien les mêmes messages sur les règles qui s'imposent à l'école en matière de laïcité. Dans l'immense majorité des cas, il n'y aura aucun problème, rassurez-vous. Si d'aventure il y avait des parents contestataires, que se passerait-il? Précisément, c'est l'occasion de créer un dialogue avec ces parents. Je pense qu'à partir du moment où le parent il refuse de la signer, le dialogue en lui-même, il sera difficile à avoir, il sera rompu, non? C'est toute la question. On se demande à quoi sert la charte si, quand on la signe pas, il ne se passe rien. Alors en même temps, ça va être un des motifs possibles de certaines tensions. Je dis pas, je suis assez d'accord, je pense qu'une grande majorité des Français, évidemment, la signera et est tout à fait d'accord, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, il y aura peut-être quelques réfractaires. Est-ce que ça correspondra aux lieux, aux quartiers dans lesquels il y a eu le refus de la minute de silence de Charlie, par exemple, ou d'autres? Le discours officiel, c'est
on va débattre, on va discuter, on va faire en sorte de sensibiliser les familles, de s'interroger. Et ce sera une manière peut-être de détecter des endroits où il y a un problème. Alors, ce qui compte dans ces cas-là, j'aurais dû poursuivre aussi, c'est est-ce que dans ces cas-là, s'il y a un conflit, est-ce que le gouvernement soutient les profs, le directeur, le proviseur? C'est fondamental, ça. Oui. Bon, a priori, on peut penser que oui, dans la mesure où là, il y a un texte clair et où il y a... C'est problème que d'apaiser les choses, peut-être. Hein. Oui, mais à condition qu'à ce moment-là, on soit clair là-dessus. Sur combien de parents ont signé, combien de parents ont refusé, qu'on aille voir, comme vous le disiez, dans quels établissements ça s'est fait, Thierry. Oui, mais en même temps, on ne peut pas non plus abandonner le sujet. Est-ce que la charte règle tous les problèmes? Non. Est-ce qu'elle va faire disparaître les conflits? Non. Mais en même temps, elle a le mérite, je trouve, de mettre le sujet sur la table, d'exprimer dans des termes qui sont clairs et forts l'importance de cette valeur. Et en cela, je trouve que l'effort est quand même pas inutile. Non, mais d'ici la fin de la semaine, tous les enfants vont rentrer chez eux avec cette feuille. Et ils vont être obligés de la faire lire aux parents. La plupart vont revenir avec la charte signée. Dans quelques cas, elle ne sera pas signée. La logique, c'est que le prof principal, le maître principal de la classe en parle avec les parents. Ça sera l'objet. D'abord, ça sera une manière d'identifier les cas familiaux où il y a des problèmes, d'ouvrir un dialogue. Mais là où Ruth a raison, si jamais il y a des conflits entre parents et enseignants, il faut absolument que l'État, la tutelle, le rectorat soutiennent à 200% les profs. Parce que alors là, ce sera une source de conflit indiscutablement. Bon, on parlait d'une rentrée apaisée globalement pour le président de la République et Najat Vallaud-Belkacem en ce qui concerne la rentrée scolaire. Pour Stéphane Le Foll, là, ça risque d'être un petit peu plus délicat, le ministre de l'Agriculture. Déjà, son été, il a été passablement agité, parce qu'on les a entendus, les agriculteurs, entre le mois de juillet et le mois d'août, et maintenant, ils montent sur Paris. Du côté de la Bretagne, ils sont même montés sur les tracteurs, on file vers la capitale. Jeudi, on tentera le blocage de Paris via le périphérique, et ils sont bien décidés à se faire entendre, les agriculteurs. On a prévu de rester de toute manière lors de la mobilisation nationale jeudi toute la journée sur Paris. Voilà, maintenant il reste 2 jours au gouvernement de M. Hollande pour finaliser des discussions au niveau national. Voilà, moi je pense que ils ont intérêt à être bons parce que nous on attend vraiment du résultat concret. On ne va pas déplacer 70 tracteurs, 150 personnes du Finistère. Il y aura des cars qui vont nous rejoindre jeudi. C'est pas pour rien. Pour reprendre une expression à peine galvaudée, est-ce le début de la jacquerie de la rentrée, monsieur Neumann? Il faut lire les mots. Vous avez vu qu'ils veulent même aller devant l'Assemblée nationale déposer un cahier de doléances. Alors ils vont trouver porte close parce que l'Assemblée nationale n'a pas encore commencé ses travaux, n'aura pas commencé ses travaux le 3. Mais il y a quand même une question qui est incroyable sur le plan politique. On sait qu'il y a cette manifestation du 3 septembre et celle du 7 d'ailleurs à Bruxelles, parce qu'ils vont aussi aller à Bruxelles, où il y a un conseil des ministres de l'Agriculture, un conseil européen. On connaît cette manif depuis le 17 août. Le 17 août, la FNSEA, les jeunes agriculteurs ont prévenu le gouvernement. Il s'est quand même écoulé plus de 3 semaines. Évidemment, Stéphane Le Foll travaille, on discute, j'imagine. Il y a même eu un plan d'aide d'urgence pendant l'été qui a été débloqué, mais visiblement, ça ne suffit pas. J'ai du mal à comprendre comment on a laissé ces milliers d'agriculteurs, ces 1000 tracteurs, si j'ai bien compris, monter jusqu'à Paris. Vous savez qu'un tracteur, ça roule à 35 km/h. Quand ils seront à Paris, ça va être très long et très difficile de leur faire marche arrière. C'est le tube de dentifrice. Quand le dentifrice sort du tube, pour le faire rentrer dedans, c'est compliqué. Ma question, elle est précise. Est-ce qu'on assiste à une jacquerie, c'est-à-dire un mouvement qui va monter des campagnes? L'été a été assez chaud quand même. On a fait des concessions aux agriculteurs. Ça n'est pas suffisant parce que maintenant ils demandent aussi à ce qu'on leur foute la paix avec les normes, à ce qu'ils puissent bosser plus facilement. Les normes, les charges, les compensations. Ça veut dire que là, ils sont quand même bien décidés. Est-ce que ça peut aller assez loin, Thierry? Ils sont très remontés, effectivement. Ça peut aller assez loin. La complexité du sujet pour le gouvernement, c'est que même s'il annoncera un certain nombre de mesures précises et sans doute de nouveaux allègements demain à l'issue du Conseil des ministres, il n'a pas toutes les clés, notamment celles de ces normes qui ne sont pas des normes françaises, mais qui sont l'application en France de normes européennes. Donc il y a quand même un souci dans la gestion de ce conflit de calendrier, parce que, comme le faisait remarquer Laurent, il y a cette date du 7 septembre, qui n'est pas seulement la manif des agriculteurs à Bruxelles, mais si elle a lieu ce jour-là, c'est pas par hasard, c'est parce que les ministres de l'Agriculture se réunissent, et que de toute façon, on ne peut pas imaginer l'abandon, le rejet ou la disparition de normes européennes avant
plusieurs mois dans la meilleure des hypothèses. Même au-delà des normes européennes, parce que parfois, et c'est ce que disent les agriculteurs, Bruxelles édicte des normes, mais en France, pour faire plaisir aux écologistes ou aux verts, on en rajoute, c'est-à-dire on fait encore plus que ce que demandent les Européens. Donc on pourrait peut-être alléger à ce niveau-là, et dans le cadre de la simplification de l'État, on pourrait regarder ce qui se passe du côté des agriculteurs et leur donner satisfaction. On ne va pas se mentir, Alain, le levier que les agriculteurs réclament d'actionner, il est simple, les normes bien sûr, mais la baisse des charges pour se mettre tout simplement à niveau et avoir une concurrence loyale avec les voisins européens. On a cru au début de l'été que c'était juste une crise des éleveurs et même que des éleveurs de porc, mais on se rend compte que toutes les filières de la viande sont touchées, les fabricants les betteraviers sont touchés, les céréaliers sont touchés, toutes les filières de l'agriculture en réalité sont touchées parce que l'agriculture cesse d'être compétitive par rapport à ses voisins et puis parce qu'on n'en parle pas assez souvent, mais il y a aussi cet embargo russe qui pèse et donc les agriculteurs demandent des compensations supplémentaires et ça malheureusement il n'y a qu'à Bruxelles que ça peut se décider. Demain mercredi, si je ne m'abuse, c'est Conseil des ministres, peut-être aura-t-on la surprise du chef, savoir qui va s'asseoir au poste de ministre du Travail. Sans doute, parce que ça devait être ou hier 3 semaines ou aujourd'hui. Le ministre du Travail. Mais on laissait entendre dimanche que ce serait ou lundi ou mardi, donc ça devrait être à la sortie du Conseil des ministres. Alors est-ce que c'est l'homme que l'on voit à côté de François Rebsamen, est-ce que c'est Bruno Le Roux, actuel patron du groupe socialiste à l'Assemblée, qui pourrait prendre cette succession de Thierry? En tout cas, il en a très envie, Bruno Le Roux, ça fait absolument aucun doute. Alors, la difficulté de la candidature de Bruno Le Roux, c'est que Bruno Le Roux, aujourd'hui, c'est le patron des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Si vous nommez Bruno Le Roux ministre du Travail, ça veut dire que son poste devient vacant à l'Assemblée nationale, donc il faut élire un nouveau patron des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Et là, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, il y aura un candidat frondeur, il y aura un candidat plutôt du côté de Manuel Valls et de la majorité, et on va remettre une pièce dans la machine à perdre du Parti socialiste. Donc c'est ça, a priori, la difficulté. Mais il ne faut pas, effectivement, que ça traîne trop longtemps, parce que, franchement, les Français n'en ont rien à faire du nom de leur ministre du Travail. C'est le cadet de leur problème. La question qui se pose, c'est de savoir quand le chômage va baisser. Peut-être qu'on n'a pas besoin de ministre du Travail. Laisser continuer, laisser se dérouler une espèce de combinaison politique, en tout cas donner l'impression qu'on hésite pour ces raisons-là, ça peut être potentiellement assez dommageable pour l'image d'un président. Non, mais c'était un peu provoquant, mais peut-être qu'on n'en a pas besoin. Si on oublie ça à Bercy, au ministère de l'économie. Non, il y a une conférence sociale en octobre-novembre. Il y a une volonté de réformer le Code du travail. D'ailleurs, tout le discours de Manuel Valls qui tapait un peu, recadrait entre guillemets Emmanuel Macron sur les 35 heures, visait en fait à faire passer les prochaines évolutions du Code du travail. Donc tout ça est assez... il va se passer des choses dans ce domaine parce que c'est là... Donc il faut un interlocuteur au syndicat et il faut une parole publique pour les Français. Donc ça ne peut pas être le Premier ministre et le Président qui parlent de ça toute la semaine. Donc il faut quelqu'un, et c'est normal qu'il faut évidemment un ministre du Travail. Il devra être aussi assez proche et du Premier ministre et du Président, parce que justement ça risque d'être un sujet délicat. C'est pour ça que le profil de Bruno Le Roux est assez bon, puisqu'il est assez proche de... Et effectivement, la question, c'est son remplacement au groupe socialiste. Mes camarades ont tout dit, je rajoute juste une chose, c'est que si ça prend un peu de temps, c'est parce que François Hollande, il aime bien secouer le shaker, voir si on ne peut pas jouer avec les chaises musicales, faire rentrer un tel à la place d'un tel. Peut-être qu'à l'arrivée, ce sera du poste pour poste, mais on ne serait pas étonné s'il y avait 1 ou 2 changements supplémentaires à cette occasion-là, ce qui explique le temps que ça prend. La rentrée, ça vous a fait réagir ce soir. On va regarder vos réactions sur Twitter avec le hashtag 20h-Paul. Vous nous rejoignez sur notre compte, bien sûr. La refondation de l'école, c'est d'abord soutenir l'éducation populaire essentielle, au détriment de l'éducation nationale. Ça commence. Que dites-vous encore? Regardons. Toujours à propos de la rentrée, me dit-on. Inquiétante cette confusion de plus en plus fréquente entre laïcité et athéisme. Et enfin, les 4 piliers de l'émission au complet. Merci, c'est sympa. Et puis, il faut dialoguer avec les familles qui refusent ici la charte de la laïcité. Les religions doivent rester à la porte de l'école. Le dialogue, c'est ce sur quoi insistait tout à l'heure Najat Vallaud-Belkacem.